Bon, allez, maintenant, il faut que tu te décides, quoi, hein. J'en ai marre d'être enfermé dans cet appartement lugubre. Bon, alors, soit tu prends la pilule bleue, et là, tu vieillis plus. Ah oui, tu restes jeune éternellement. Toute ta life, quoi. Ou bien tu prends la pilule rouge, et moi, je t'inscris au prix. Au prix du jeune chercheur pour la recherche provençale. Oui, ou la recherche en Provence et le jeune chercheur, c'est pareil, fais pas cette tête. Attends, avant, il faut que je te prévienne. Les jeunes chercheurs de cette année, c'est 3 pontes. T'as aucune chance de gagner. Bon, en tout cas, dis pas que je t'ai pas prévenu. Tête dure. Pourquoi les dimanches sont-ils si déprimants ? Chante les Strokes que vous écoutez et qui est le groupe préféré de notre premier candidat. Et pourtant, il n'a pas l'air vraiment déprimé, Marc Dubois. Sans doute, car il a avec lui son bébé, un petit IRM, objet de toutes ses attentions. Mes recherches portent sur le développement de technologies pour améliorer l'accessibilité à l'imagerie médicale et notamment l'imagerie de résonance magnétique, IRM. Bon, il nous faut parler de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Sans entrer dans le détail, il faut savoir que l'IRM fonctionne avec un champ magnétique, c'est-à-dire des aimants. Ce champ magnétique va être mesuré en Tesla, et plus le nombre de Tesla est élevé, meilleure sera la qualité de l'image. Ça paraît évident. Les Tesla, c'est donc la clé. On parle même de Tesla War dans le monde des physiciens. Oui, mais plus on augmente le champ magnétique pour avoir plus de Tesla, plus on doit s'entourer de précautions et d'aménagements coûteux. Et c'est là qu'interviennent les IRM à bas champ sur lesquels travaille M. Dubois. Pour vous donner une idée, un IRM classique tourne à 1,5 Tesla en moyenne, et ce à bas champ, 3 fois moins. Le principe, c'est que maintenant, sur l'IRM bas champ, il y a tellement eu de progrès sur chaque partie du système comme ça, mis bout à bout, qu'on peut se permettre en fait de resacrifier, redescendre l'intensité du champ magnétique et toujours avoir une image qui a du sens pour un radiologue. On va pas aller détecter l'Alzheimer précoce. L'idée, encore une fois, c'est pas de concurrencer, c'est de venir compléter l'offre qui existe avec l'IRM conventionnel, avec cet IRM bas champ. On a comme intérêt de diminuer tout l'aspect justement être beaucoup plus safe. Là aujourd'hui, je suis assis juste à côté à 40 cm. Si on était dans une salle avec un IRM conventionnel, il faudrait qu'on soit à 3-4 mètres pour être au même niveau de sécurité, on va dire. Pareil, les radiofréquences, vu qu'on a baissé l'intensité du champ magnétique, la fréquence a diminué d'autant, donc il y a presque plus de problème d'échauffement des tissus. Bon, enfin, on voyait vraiment beaucoup d'énergie. Ce qui rend difficile d'installer un système conventionnel, par exemple en Afrique, là où il y en a très peu, on peut se dire, allez, on va trouver, je vais voir la fondation Bill Gates, la fondation Zuckerberg, je trouve de l'argent, j'achète, j'ai assez d'argent pour acheter l'appareil upfront, comme ça. Le défaut, c'est que l'appareil RM, il faut le maintenir. C'est-à-dire, il faut qu'il soit froid en permanence, qu'il y ait un système de climatisation, on n'a pas le droit d'avoir de coupure de courant, etc., etc. Et ça, c'est ça qui est difficile, en fait. C'est pas tellement d'acheter la machine. C'est une barrière, mais c'est pas que ça. L'IRM bas champ offre donc des images de moindre qualité que celles des machines courantes. Oui, mais cet IRM nomade permet de gérer des situations d'urgence auxquelles les machines traditionnelles ne peuvent pas toujours répondre. Là, typiquement, la prise en charge de l'AVC, c'est quelque chose que l'IRM fait très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez aux urgences, l'IRM donne plus d'informations sur justement le type d'AVC que vous avez plutôt que le scanner. Malheureusement, c'est très souvent le scanner qui est disponible. Donc la plupart des gens passent un scanner en arrivant. Donc il y a un côté urgence sur l'aspect neuro qu'on peut faire avec cet appareil. Et typiquement, on a beaucoup eu aussi de contacts avec le sport automobile, ou tout l'aspect comme ça de déployer ces appareils autour des circuits, autour des terrains où on sait qu'il va y avoir peut-être des commotions ou des traumas sur certaines articulations, pour améliorer la prise en charge. C'est-à-dire que on part du principe que le chirurgien va pas utiliser cette image pour planifier ce qu'il va faire. Mais si on sait tout de suite, voilà, il y a eu tel problème avant que tout soit masqué par l'inflammation, on a l'information et on peut mieux prendre en charge. Ouais, on perpétue la tradition de la fabrication du Beaufort en alpage. Attention, notre prochain candidat connaît tous les secrets de fabrication du Beaufort. Il peut également vous fredonner tous les tubes du groupe Caravan Palace. Et quand il ne crapahute pas dans la forêt, Antoine Vautier s'occupe
de la sécurité des barrages. Les problématiques qu'on peut rencontrer sur des barrages tiennent en grande partie au phénomène d'érosion interne qu'on peut observer, qui sont dus au fait qu'un barrage est toujours un peu perméable, donc on aura toujours un peu d'écoulement d'eau dans le corps du barrage, et sous certaines conditions, le barrage peut s'éroder de l'intérieur. Il y a quelques exemples de vidéos qu'on peut trouver sur internet qui sont assez illustratives. Il y a un barrage qui a rompu en 2019 au Brésil. On voit sur la vidéo de caméra de surveillance le barrage qui, en l'espace de 10 secondes, passe d'un comportement ouvrage à un comportement coulée de boue. Et mes travaux de recherche visent à comprendre quelles sont les évolutions de microstructures qui vont favoriser ou au contraire qui vont empêcher l'apparition de ce genre de mode de rupture. La liquéfaction statique, c'est le terme scientifique de ce phénomène qui voit un matériau passer de l'état solide à l'état fluide. Alors, les barrages sont construits avec des matériaux granulaires, comme des petites boules en fait. Et un barrage n'étant pas absolument étanche, l'eau qui s'infiltre va faire bouger ces granulés, et donc entraîner ce phénomène de liquéfaction. Le chercheur utilise donc l'informatique pour étudier les mouvements de ces granulés, avec un intérêt particulier pour les plus petits d'entre eux. Dans certains cas de figure, on a des matériaux qui sont composés de très petits grains et de très gros grains en même temps. Et donc, ce genre de granulométrie peut poser des soucis, parce que c'est des granulométries qui peuvent être sensibles à l'érosion interne. C'est-à-dire que les plus petits grains sont suffisamment petits pour passer entre les plus gros grains, et donc on peut avoir une microstructure qui va évoluer avec les petits grains qui vont être emmenés en dehors du matériau. Et ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est que ces petits grains, en fait, ils sont bénéfiques pour stabiliser la transmission des efforts dans les gros grains. Donc quand on les enlève ou quand on en rajoute, en fait, on modifie le comportement du matériau et notamment sa susceptibilité à ce phénomène de liquéfaction. Une des pistes actuelles de mes recherches, c'est de réfléchir à la manière dont on pourrait en remettre dans un matériau qui aurait été préalablement érodé pour faire l'inverse de l'érosion et donc venir reconforter le matériau de cette manière. La particularité d'Antoine Vauthier, c'est de pouvoir utiliser ces recherches fondamentales pour aider et accompagner sur le terrain les personnes en charge de la construction des structures. Après, la manière d'aller vers l'aide à l'ingénieur, on va dire, c'est une deuxième grosse partie de mon activité qui concerne le développement de modèles qu'on appelle multi-échelles. Donc là, c'est des modèles où je vais venir mettre la physique que j'ai compris par ailleurs pour pouvoir proposer à l'ingénieur des méthodes de dimensionnement pour se prémunir de ces risques. Qui vont certainement être amenés à évoluer dans le contexte de changement climatique qu'on connaît avec des matériaux qui vieillissent et donc qu'il va falloir conforter à l'avenir. Donc c'est à la fois mieux dimensionner les ouvrages et puis avancer sur la compréhension de la physique pour venir proposer des solutions de confortement quand les ouvrages sont dégradés. Oh, no man, yeah man. Oh pardon. Il aime le reggae, la moussaka et la randonnée. Bref, que du naturel. Il s'appelle Arnaud Santis et vous l'avez compris, son dada, c'est l'environ. Mes recherches portent sur le changement climatique. On essaye de comprendre l'impact de la hausse des températures sur les écosystèmes aquatiques. Donc moi, je travaille sur les lacs et les rivières, depuis le plancton végétal jusqu'aux poissons. Donc on essaye de comprendre la chaîne alimentaire. Donc quand on a plusieurs espèces, elles forment un réseau, donc ce qu'on appelle un réseau trophique d'interaction alimentaire. Et on essaye de comprendre comment ce réseau est changé par la température. Et ce qu'on observe, c'est que dans les lacs plus chauds, on a moins de poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc on perd ces poissons-là, ce qui perturbe le fonctionnement des lacs et des rivières. Alors un chiffre tout d'abord, la température de nos lacs et de nos rivières augmente de 3 degrés tous les 100 ans et cette augmentation vient bouleverser la chaîne alimentaire. Alors voici les algues, puis le plancton, les petits poissons sympas et les gros qui les mangent et qui sont aussi les premières victimes de ce réchauffement climatique. Et vous allez l'entendre, les conséquences sont bien réelles.
Du coup, quand on a un manque de contrôle par ces gros poissons, on peut avoir des eaux qui sont polluées avec des algues. Donc c'est la qualité de l'eau qui est impactée. Il y a déjà pas mal de lacs et de rivières dans lesquels on peut plus baigner en été parce qu'il y a des problèmes de prolifération d'algues, notamment des cyanobactéries qui ont des toxines qui empêchent la baignade et qui tuent des chiens et même des chevaux. Ensuite, nous on travaille notamment avec EDF sur la production nucléaire, donc l'électricité. Et donc eux, ils rejettent de l'eau un peu réchauffée par rapport au milieu et ils n'ont pas le droit de rejeter de l'eau trop chaude pour ne pas avoir d'impact négatif sur le milieu. Et donc avec un réchauffement climatique et des eaux qui augmentent en température, on peut s'attendre aussi à une baisse de la production électrique en été. Relevés satellites, modélisation et mésocosme, oui, ces petits lacs artificiels créés par le scientifique, permettent aujourd'hui d'ouvrir la voie vers de nouvelles recherches qui ne sont pas vraiment rassurantes, à dire vrai. On essaie de monter des projets pour regarder les extrêmes de température. Et en fait, chaque organisme a une limite thermique. Donc chez l'homme, c'est notre température corporelle qui ne doit pas dépasser 41. Mais chez les poissons ou les insectes ou le plancton, ils ont chacun leur limite thermique. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même dans les lacs, d'ici 60 ans, au moins la moitié des espèces qui auront atteint leur limite thermique. Donc ils vont disparaître des lacs. Donc ça amène des préoccupations fortes. Et on voit bien que si on ne change pas nos manières de consommer et d'agir, en fait, on va avoir des gros changements dans les écosystèmes qu'on a à l'heure actuelle. Donc on aura des écosystèmes très différents. Les travaux d'Arnaud Santis apportent naturellement des solutions sur le terrain, des mesures de prévention et d'accompagnement des risques. Alors, du coup, dans les applications, donc, par rapport à ces limites thermiques et tout, on travaille avec l'Office français de la biodiversité ou EDF pour essayer de savoir quand est-ce que ces organismes vont atteindre leurs limites thermiques pour avoir des mesures de gestion. Donc notamment pour essayer, on peut essayer soit de sélectionner des populations mieux adaptées à des températures plus chaudes, ou alors de réguler les débits d'eau ou l'ombrage autour des plans d'eau pour atténuer les effets du changement climatique.